sur ces plateaux d'MK Buzz, télévision d'MK Actu. Du 16 octobre 2025, entre autres, nous allons parler de l'UDPS qui prépare son congrès dans le jour qui vient. La dernière sortie médiatique du gouverneur ou ancien gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula. On en parle ce matin également. Nous allons, selon ses dires, c'est le gouverneur du Haut-Katanga. Et puis, nous allons revenir sur ces nouveaux mouvements qui a vu jour à Nairobi, souvent le Congo, qui sera présidé d'ailleurs par le président, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, et cette main tendue des chefs de l'État à l'agresseur. On en parle encore ce matin. Dialogue inclusif entre le Congolais. Est-ce que finalement ce dialogue aura lieu? Le président de la République jure sur sa vie. Est-ce que finalement il y aura ces dialogues en République démocratique du Congo? Et enfin, nous allons parler de l'appréciation du franc congolais. Cette question qui continue à faire couler beaucoup d'encre et salive, cette appréciation du franc congolais sur les dollars. On en parle encore et encore ce matin dans MK Actu. Soyez les bienvenus, fidèles téléspectateurs d'MK Buzz officiel partout dans la ville-province de Kinshasa, partout dans le monde, à travers notre chaîne YouTube de tous les jours, MK Buzz officiel. Allez-y vous abonner massivement, partagez les liens. Et nous sommes également en direct sur notre page Facebook MK Buzz officiel. Allez-y vous abonner avant que je vous dévoile l'invité du jour qui serait notre invité du jour dans ces plateaux spéciaux d'MK Buzz, d'MK Actu. J'ai voulu quelques lignes d'actualité que nous avons prévues pour vous à la INE en République démocratique du Congo, jeudi 16 octobre. Rentrée judiciaire 2025-2026 à la Cour de cassation. La cérémonie de rentrée judiciaire s'est tenue ce mercredi au Palais du Peuple en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, avec le discours appelant à la réforme, à une justice plus rigoureuse et à l'instauration de l'enrichissement illicite comme infraction autonome. Accord Congo M23 sur un mécanisme de surveillance sur le cessez-le-feu. Le gouvernement congolais et le mouvement du M23 ont signé à Doha un protocole instaurant un comité paritaire chargé de surveiller les violations et d'assurer le suivi du cessez-le-feu. Toutefois, des affrontements persistent dans plusieurs zones de l'Est, remettant en cause la pleine application de l'accord. Massacres et violences dans l'Est du pays. Une attaque revendiquée par les ADF dans les territoires de Lubero, Nord Kivu, a coûté la vie à au moins 19 civils dans le village de Mukondo, provoquant incendie et déplacement massif de population. Lancement du mouvement politique Sauvons la RDC par Joseph Kabila. L'ancien président Joseph Kabila a officiellement lancé une plateforme politique baptisée Sauvons la RDC lors d'un conclave tenu à Nairobi du 14 au 15 octobre. Ce nouveau mouvement ambitionne de structurer l'opposition face au régime actuel. Paiement des salaires de nouveaux magistrats. Les magistrats nommés en mars 2025 sont désormais appelés à ouvrir leurs comptes bancaires afin de commencer à percevoir leur salaire. Session plénière au Sénat RDC. Le Sénat tient ce jeudi une séance plénière à Kinshasa à 11h, juste dans un contexte politique et institutionnel tendu, et aussi ces braquages à Robank, Victoire Kinshasa en émotion. La tension a été vive ce jeudi matin autour de l'agence Robank du rond-point Victoire Kinshasa, et de coups de feu en ralenti provoquant la panique dans les quartiers. Selon plusieurs témoins, des présumés braqueurs s'étaient retranchés à l'intérieur de la banque, déclenchant une prise d'otage rapide encerclée par la police et l'armée. D'après les informations recueillies, l'assaut des forces de l'ordre s'est soldé par la fin de la prise d'otage. Peu avant 10h30, les militaires et policiers ont fait irruption dans la banque et neutralisé les assaillants selon des sources sur place. Le périmètre reste bouclé tandis que le révérend dénonce l'insécurité croissante dans la capitale. Très chers téléspectateurs d'MK Buzz officiel, soyez une fois de plus le bienvenu. Namanaka la ville il y a MK Buzz télévision, émission, vous supportez, mais c'est l'émission à la bilingue. Début nous allons la macanse recommer la cabiso que vous balinga la lelo, vous supportez notre invité du jour. Nous allons essayer de mélanger lingala français et tout,
pour que bino sabo à l'aise boyo kapenza marambo et au plateau il y a mokolo. Alors MK Actu du 16 octobre reçoit pour vous le professeur Bruno Tshubangou Kabanji. Il est comme ça l'ancien DGA de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en ANAPI ainsi. Il a assuré l'intérim d'ailleurs à la tête de l'ANAPI en juin 2024. Il est également ancien président fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS à Lubumbashi et également professeur à l'Institut supérieur statistique ISS Lubumbashi. ISS. Oui, ISS Lubumbashi. Bonjour et bienvenue. ISS, c'est encore une autre institution. ISS. Chez nous, c'est ISS. Donc, Institut supérieur des statistiques. Voilà. De Lubumbashi. Merci. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs les téléspectateurs. D'accord. On est là. D'accord. Question directe sur l'IDPS, monsieur Bruno, professeur Bruno Tshubangou. Comment va l'IDPS? Bon, j'aurais souhaité que je dise quelque chose avant de parler de mon parti UDPS. Je suis effectivement membre de l'UDPS, mais pas n'importe quel membre. Cadre. Je suis l'ancien président fédéral de l'UDPS Lubumbashi. Et vous savez dans quelles conditions l'UDPS, vous ne le savez pas, vous êtes encore très jeune, mais nous déjà vers le 1980, quand nous avons commencé déjà le mouvement dans la clandestinité, et ça nous avait coûté extrêmement cher. Et pourquoi? Parce que cette fois-là, nous avions un certain Kungwak Mwanza qui était vraiment hostile à l'UDPS parce qu'il ne voulait pas de Tiens Tshisekedi, qui était pourtant son ami en tant que Kassaïen, en tant que Moloba. Il ne voulait pas et il était dans la logique de Mobutu qui estimait que l'UDPS était une affaire des Kassaïens. Pourtant, il savait lui-même qu'à la création de l'UDPS, parmi les 13 parlementaires, il y avait tout le monde, tous les représentants de toutes les langues de la République démocratique du Congo et même de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Alors, parmi les 13, vous allez voir, il y aura les gens de l'Équateur, il y aura les gens du Congo central, donc Bas-Congo actuellement, Congo central. Et puis il y a les gens de Kasaï étaient là, en fait le Katanga, les représentants étaient là, et ce qui faisait que c'était un parti typiquement national. Mais à un certain moment donné, Mobutu a fait circuler de l'argent à gauche, à droite, et il a créé, n'est-ce pas, une division au sein de tous ces fondateurs-là. Alors, les fondateurs, il faut seulement aussi souligner que il y a les 13 parlementaires, si on veut parler des fondateurs, il y a les 13 parlementaires, il y a aussi le cadre que l'on a conscientisé pendant que les 13 étaient en prison, les gens comme Fébirindois, Kibasamem, qui était déjà membre du bureau politique de Mobutu à cette époque-là, mais il a quitté pour rejoindre, n'est-ce pas, l'opposition. Alors, qu'est-ce que j'ai pu encore vous dire? Quant à moi, j'ai connu beaucoup de difficultés à Lubumbashi. J'ai été arrêté plusieurs fois parce que j'ai lutté pour que l'UDPS existe au Katanga. Parce que toujours pour l'UDPS. Oui. À l'époque, c'était l'UDPS Katanga. Alors, je suis allé un peu partout pour l'implantation de notre parti. Cette fois-là, c'était l'UDPS tout court. Et malheureusement, après 1994, l'UDPS était complètement divisé. Il y a eu l'UDPS Kibasa et l'UDPS Tshisekedi. Et il y a eu même l'UDPS orthodoxe de Lumbu. Lumbu, c'était un fondateur, mais qui faisait aussi partie des 13 parlementaires. Il y a eu des Kanana, il y a eu des Lusanga.
Alors, dans l'ensemble, la situation était devenue très floue. Okay. Alors, quand Tshisekedi est resté, il s'est fait que quand Kibasa est parti, Tshisekedi est resté. Après, tout ce qui constituait le directoire national de l'UDPS, qui était d'ailleurs constitué en fonction de langue nationale qu'on était en train de parler. Il y a eu le Kikongo, le Luba, le Swahiliphone, et encore qui Lingalaphone. Alors, c'est ainsi qu'on a eu des gens comme le Ngalola pour les Ngalola Tshisekedi du côté de Kasaï oriental, et il y a eu aussi Tekengele du côté Bengo Mkendi du côté du Kasaï occidental, du part du Kasaï occidental, et il y a eu Kibasa, Lumbo, avec beaucoup d'autres qui étaient du côté du Katanga. Alors maintenant, ici, de l'autre côté aussi, il y a eu côté donc du Bas-Congo, à cette époque-là, il y a eu aussi d'autres fondateurs. Alors, ce qui fait que on a évolué, en évoluant en 2003 en tant que vice-président, et notre président qui est déjà décédé, Feu Taboukalala, nous sommes venus ici à Kinshasa, juste pour que nous puissions rencontrer le président national de l'UDPS, qu'on appelle Etienne Tshisekedi Ouamoudoumba. Nous l'avons vu. En fait, nous l'avons vu déjà, mais moi, effectivement, nous ne l'avons pas trouvé. Il était à Sun City, où il devait passer normalement 4e vice-président, donc chargé de la culture. Alors, malheureusement, comme il était sérieusement combattu par l'Occident, alors il n'a pas pu être désigné vice-président. Et cette place a été confiée à un certain Goma. Comment on appelle cet homme-là? C'est en fait, le nom va venir, oui. Alors, celui-là, il était trop proche de la France. Il est passé, ils sont revenus, mais le président de la République, en fait, le président national de l'UDPS ne s'était pas fatigué. Il est resté là un bout de temps. Vers le 3 septembre 2003, il est revenu lui-même. Nous l'avons accueilli ici à Kinshasa pompeusement, nous l'avons encouragé et la lutte a continué. Et j'ai pu sauter en disant, quand nous rentrons maintenant à partir d'ici même à Kinshasa en 2003, et c'était le 9 juin, j'ai mené un mouvement important contre le français. Alors, nous devrions en fait nous retrouver. Toujours en 2003? Oui, en 2003, devant l'ambassade de France pour protester contre les propos que cet ambassadeur, qu'on appelle, je crois, Bernard, alors contre les Congolais. Et nous n'avons pas pu supporter cette fameuse déclaration qui minimisait la lutte de Etienne Tshisekedi, la lutte de notre peuple. Et nous avons crié et nous avons invité le peuple congolais à se retrouver au niveau de la BCC. Vous voyez derrière là, il y avait l'ambassade de France, je crois que vous ne le savez pas. Et nous nous sommes dit, nous devons nous retrouver là-bas un certain le 9 juin 2003. Alors cette fois-là, pour nous, les leaders que nous avions, c'était principalement, en fait, Maître Mkendi Ouamoudoumba, feu Maître Mkendi Ouamoudoumba, et il était accompagné de Franck Diongo, à l'époque-là, et tant d'autres qui étaient restés sur place. Ils n'étaient pas alors à Sun City. Alors nous avons effectivement agi, et ces jours-là, nous nous sommes retrouvés sur place, donc devant l'ambassade de France. Nous ne sommes pas entrés. On attendait que les leaders arrivent. Alors nous avons attendu en vain et sans succès. Ce qui fait que j'ai pris moi-même les initiatives en tant que combattant de l'UDPS et président. Cette fois-là, j'étais vice-président fédéral parce que j'étais avec mon fédéral Taboukalala, Taboukalala. Alors
j'ai commencé à me débrouiller avec les peu de lingala que j'avais et j'ai commencé à contacter tous ces gens qui étaient tout autour de nous. Et j'y allais, je bricolais lingala. Boni, est-ce que vous avez monté à IDPS? Alors, je dis oui, je suis monté à IDPS, surtout les membres de IDPS qui ont des kuna. Alors, entre-temps, les services de sécurité, les services de renseignement étaient en train de me filer. Et ils sont venus d'ailleurs un peu à 3 ou 4 pour me dire, papa, il ne faut pas continuer à faire ce que vous faites. Moi, je dis, ce n'est pas votre problème. Si vous voulez m'arrêter, arrêtez-moi, il n'y a pas de problème. Alors, quand il quittait, j'ai commencé le même mouvement, mais vers 10 heures, parce que la manifestation devait commencer vers 9 heures, mais vers 10 heures. Et j'ai quand même réussi à réunir une trentaine de combattants qui étaient assez forts à côté, et je leur ai demandé s'ils étaient à mesure d'accepter que nous puissions marcher et que nous puissions atteindre l'ambassade de France, parce qu'il fallait faire un sit-in là. L'ambassade. Oui. Alors maintenant, en parlant avec eux, ils ont dit qu'ils étaient à mesure de le faire. Moi, j'ai dit, dans ces conditions, je voudrais maintenant les sentir. J'ai lancé un slogan UDPS. Tenez bon, UDPS vaincra, tenez aussi, UDPS vaincra. Alors, suivez-moi. Et j'ai pris le devant. Voilà. Alors, quand j'ai pris le devant, et tous ces gens qui étaient à côté, tous les combattants qui étaient à côté là-bas, ont accouru et ils ont constitué une foule immense. Je suis allé pas à pas jusqu'à la limite, et cette fois-là, l'ambassade était hermétiquement bloquée, protégée par la police de l'ambassade. Alors, et nous avons forcé la main, et quand ils ont constaté que ça ne pouvait pas maintenant marcher, c'est alors que qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont maintenant fait appel à la police nationale. Et dans quelques 5-10 minutes, la police nationale est arrivée et nous a envahis. Mais nous n'avons pas fui. Et ils ont simplement créé une barricade pour dire cette ligne rouge, vous ne pouvez pas la traverser. Alors moi-même, j'ai regardé nos amis qui étaient derrière et je leur ai posé les problèmes. Tokoleka, tokolekate. Déjà, Balobi, tokoleka. Et je me suis senti très fort et je me suis lancé dans le bras d'un certain capitaine. Et cet homme-là m'avait donné un coup et ma lèvre ici supérieure était fendue, le sang coulait. Et sur place, j'ai répliqué. Il a eu aussi le même sort et le sang a commencé à couler. Et cette fois-là, on m'a ramassé. Alors, on a commencé à me rouer des coups de pied par terre. Vraiment. On dirait qu'on était en train de taper une bête quelque part là-bas. C'est un peu compliqué. De là, nous sommes allés, on m'a mis dans une jeep. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi Kapambou, Raphaël Kapambou. Il m'a accompagné dans la jeep jusqu'au camp de Fungura. On m'a amené à Kilmazière. Alors, Kilmazière, le matin, je me suis retrouvé chez moi, mais cette fois-là, avec une jambe cassée. Fracturée. Oui, j'étais véritablement fracturé, tapé à mort. Bon, et nous avons parlé avec les autorités, n'est-ce pas, de l'UDPS. Et ils m'ont tout simplement félicité et après ils ont condamné ces comportements-là. Vraiment, le professeur Bruno, voilà. Professeur Bruno, s'il vous plaît, au regard de la petite histoire que vous venez de nous relater, vous n'êtes pas la moindre, enfin, vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut négliger à l'IDPS aujourd'hui, mais est-ce que pouvons-nous dire aujourd'hui, vous êtes fier de l'IDPS au pouvoir? Par rapport à la partie, je vous ai demandé la santé actuellement de l'IDPS. Moi, actuellement, moi, je suis vraiment fier de la lutte que nous avons menée. Pourquoi? Parce que avec cette lutte, nous avons sauvé ce que nous devrions sauver. C'est-à-dire, notre idéal était de bâtir un état de droit et de démocratie dans notre pays. Et nous avons réussi à entamer ce processus-là.
et puis au moment où nous parlons avec notre président. Parce que nous avons quand même réussi à avoir notre président, c'est-à-dire le président de l'UDPS. Nous avons conquis le pouvoir. Je n'ai pas dit que nous avons eu le pouvoir, je dis que nous avons conquis le pouvoir au prix du sang. Et nous sommes en train de lutter jusqu'à aujourd'hui, mollo, pour que nous puissions vivre dans un état de droit libre et démocratique dans notre pays. Maintenant, depuis la dernière rencontre avec le président de la République, le membre de l'UDPS et le président, nous avons eu à voir le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, Augustin Kabouya également de Bouzoubaïtou. Est-ce que la paix règne actuellement à l'UDPS? Je crois que la paix règne... Sans oublier la dernière sortie médiatique du CG, du secrétaire général du parti. Il n'y a pas de problème. Ainsi que sur le congrès. Je peux d'abord vous dire une chose. Allez-y, oui. Je peux vous dire une chose. Oui. Le secrétaire général de l'UDPS, qui est actuellement président de l'UDPS, Augustin Kabouya. Et ça, le texte l'atteste très bien. Parce que quand le président de la République, en fait, le président de la République, qui était le président du parti, a été bloqué par les textes constitutionnels, et il fallait normalement que celui qui venait après lui assure l'intérim. Alors, à l'époque, c'était Kabound, lui-même avait fait un texte qui nommait Kabound président Aïe, et ce texte a été remis en question. Donc l'intérim est-il prévu dans les textes? Voilà, c'est ça justement ce que je voulais. C'est aussi la question. Mais vous savez, moi, je puis me dire effectivement que ce n'était pas prévu, parce que dans nos textes actuels, donc dans nos statuts, le poste de vice-président n'existait pas, et n'existe même pas. Et aussi, dans ces conditions-là, qu'on n'avait pas prévues, les conditions du président qui devenait président de la République. Président du parti qui devenait président de la République, ce n'était pas prévu. Qu'est-ce qu'il fallait en fait que l'on fasse? Alors, c'est un cas, pour moi, un cas de force majeure. Comme c'est un cas de force majeure, il avait fallu qu'il y ait quand même un intérimaire. Et cet intérimaire devait normalement être le secrétaire général qui existe déjà, en fonction. Qui est en fonction, qui devait en fait qui devait assurer, je vais dire, l'intérim du parti en tant que secrétaire général. Mais il a fait ça pendant un certain temps, ça fait déjà 7 ans qu'il est secrétaire général, donc Augustin Kabouya est secrétaire général. Mais maintenant, parce que nous avons constaté qu'au niveau de nos statuts, il y avait des trous. Oui, il y avait des trous, c'est-à-dire qu'il y avait certaines situations qui n'ont pas été... donc il fallait improviser certaines choses. Alors c'est ainsi que, pour que nous puissions trouver quelqu'un qui pouvait normalement engager pleinement les partis, nous sommes allés à Ngandayale et il a convoqué les gens, tous les cadres du DPS, à travers le pays. Nous sommes allés à Ngandayale et nous avons renforcé ses prérogatives, ses fonctions, pour qu'il puisse engager le parti. Et nous sommes allés aussi, quand nous avons constaté que ça n'allait toujours pas, nous sommes allés aussi à Kinsanto. Et de là, avec tous les cadres du parti, à travers la République démocratique du Congo, je peux même dire à travers le monde, étaient représentés, et on a eu des textes qui devaient, n'est-ce pas, régir normalement le parti pendant ce temps dur. Alors maintenant, à un certain moment donné, il y a eu maintenant une poignée de gens qui se sont révoltés pour dire non, nous ne devons pas vivre en dehors des textes. Nous devons aussi revenir au texte qui était bon. Mais maintenant, il fallait qu'on y aille de manière paisible. Mais malheureusement, c'était un peu brutal. Et il y a un groupe qui s'est égaré, qui est parti. C'était le groupe de Obizou, qui était effectivement le secrétaire général adjoint. CGA. Oui. Et il est devenu même, lui-même, pendant ce temps ici, il est revenu, n'est-ce pas, à la raison. Et nous sommes en train maintenant de travailler. Ceux qui travaillent, c'est que c'est une commission
qui a été mise sur place. Des commissions. Le jour, une commission. Une commission, Okay. oui, sur demande du chef de l'État, qui est l'autorité de référence du parti. Alors, il fallait commencer par se retrouver, rétablir de l'ordre ce qui a été fait. Bizibo, si vous voulez, Deo, a accepté de réintégrer son poste de SGA, alors chargé de l'administration et politique, je pense. Alors maintenant, le chef, je voulais dire le secrétaire général qui est président AI, même si on doute, on remet encore en question le fait qu'il soit président AI, mais il demeure, il est toujours le numéro 1, même si on pourrait bien l'appeler secrétaire général. Il est toujours le numéro 1. Alors, je voulais justement avancer pour dire ceci. Allez-y, allez-y. Oui. Maintenant, il y a certaines règles qui sont établies et que ceux qui sont membres de la commission de réconciliation respectent, et c'est cette commission qui doit nous amener jusqu'au Congrès. Mais il s'est fait que il y a encore un autre problème qui s'est posé. Les membres parce que même le siège, je pense qu'il y a des membres qui ne respectent pas le mot d'ordre du chef de l'État. Nous allons y arriver, retenir un peu ça. Mais je suis en train de suivre que la convention, la convention démocratique, qui est aussi, je crois, le deuxième organe du parti, alors, qui a dans ses attributions l'organisation de ce congrès-là, estime qu'elle a été sabotée, elle a été oubliée, et est en train de réclamer aujourd'hui qu'elle puisse elle-même prendre, selon les textes qui nous régissent, prendre les choses à main pour pouvoir organiser ces élections-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut maintenant lire les choses entre les lignes. Il y a un problème. Il y en a qui estiment que le congrès sera un lieu où il faudrait faire partir Augustin Kabouya. Du pouvoir, c'est ça même la question que j'allais vous poser. Faire partir Augustin Kabouya, au lieu d'y aller de manière objective, sans mauvaise intention. On se retrouve, c'est vrai que Kabouya pourrait être candidat, soit président, si jamais on voudrait avoir un président de l'UDPS, parce que pour nous, jusqu'à preuve du contraire, ce poste devrait attendre ou doit attendre les chefs de l'État. Non, les chefs de l'État. Et si on veut en parler, alors chercher un peu, on va chercher d'autres mécanismes d'avoir soit un vice-président ou garder encore un secrétaire général qui doit, mais en fait, je ne sais pas comment je peux dire, ces postes-là doivent revenir au président de la République, chef de l'État. Sauf si lui, en coulisses, pouvait en fait dire non, il n'en veut plus. Je n'en veux plus, je ne peux plus, mais nous voudrions bien qu'il soit toujours président, président du parti, oui. Et c'est ce que nous voulons. Et vous comprenez déjà qu'il y aura un problème. Parce qu'il y aura des gens qui viendront pour dire, nous, c'est être président de l'UDPS. Maintenant, il y a d'autres qui viendront pour dire, pas question, ça c'est un poste qui est déjà réservé. Alors, il y aura justement un problème. Alors, il y a aussi un autre problème, c'est celui de financement de ce congrès. Alors, est-ce que l'UDPS a les moyens de financer ce congrès-là? Mais le moyen, professeur, alors que déjà vous êtes en pleine préparation de ce congrès, le moyen n'est pas. Nous préparons. Le moyen n'y est pas. Oui, le moyen n'y est pas. Alors, entre-temps, nous préparons ça sur les papiers, mais ça va se matérialiser comment? C'est ça aussi un problème. Alors s'il y a s'il y a des gens qui tiennent réellement à ce congrès et qui veulent bien que ce congrès aboutisse, je veux dire, à bon port, alors ces gens-là doivent aussi mener de grandes démarches pour obtenir des fonds
qui peuvent nous permettre de l'organiser. Oui. C'est ça la problématique que je voulais justement souligner. Nous tous, nous voulons bien aller à ces congrès, mais il faudrait maintenant que le processus soit respecté. Est-ce que nous revenons à la Convention? Est-ce que nous suivons ce que le président de la République a mis comme disposition, c'est-à-dire les membres de la Commission hein, qui sont en train, pour le moment où nous parlons, qui sont en train de préparer ce congrès-là? Professeur, s'il vous plaît, si vous pouvez éclaircir à la population qui nous suit de partout par rapport à ces congrès, bien évidemment, qui doit préparer ces congrès et qui doit convoquer ces congrès? Parce que le secrétaire général Augustin Kabouya, lors de sa dernière sortie médiatique, il dit qu'il est le seul à convoquer et préparer ces congrès. Oui, c'est ce que nous allons aussi voir quand il s'agit du dialogue, parce que c'est lui le secrétaire général, c'est lui le président. Selon le texte. Ah oui, c'est lui le président. C'est à lui de convoquer. Mais il est chef, qu'est-ce que je veux dire? Il est chef du parti, si vous voulez, pour le moment. Chef du parti, Aïe. Alors, et le président de la République, qui est l'autorité de référence du parti, a donné sa première vision, qui est de constituer, n'est-ce pas, une commission qui va essayer de mettre les deux factions ensemble et cette fois-là organiser les élections. Mais maintenant, comment on va organiser, comment cette commission va organiser ces élections sans pour autant se référer au président Aïe du parti. Et ça posera un problème. C'est comme si lui était oublié et que l'on faisait table rasa, hein, le parti n'est plus organisé et qu'il fallait nécessairement que n'importe qui arrive et rebondit sur la situation pour dire attention, le secrétaire général n'existe pas, ses adjoints n'existent pas, la présidence même du parti n'existe pas. Or, il y a quand même, comme je venais de le dire, il y a la convention qui reste, si elle peut revenir au bon sentiment, parce qu'à un certain moment donné, cette convention n'était pas en honneur de sainteté avec le secrétaire général qui est le président Aïe. Ça, nous le savons aussi. Elle peut venir dans l'honneur de sainteté avec les institutions ou l'institution secrétaire général. Ça ne poserait pas, n'est-ce pas, de problème. Et maintenant, l'autre partie, je veux dire de la commission qui travaille, et devait normalement aussi travailler en honneur de sainteté avec cette convention et aussi avec le secrétaire général qui est le président Aïe. Les choses ne peuvent pas se passer en dehors de ce cadre-là, mais donc faire semblant de l'inexistence du secrétaire général, et ça ne pourrait pas nous amener quelque part. Il a eu à lire aussi le rapport déposé par le CGA Jean Tejo. Les autres CGA et tout, il n'y a pas dans ces rapports, en fait, je ne sais pas, parce que la population veut aussi savoir qu'ils doivent participer au congrès en question. Est-ce que le congrès peut également se tenir sans le fédéraux? Parce que dans le rapport, le fédéraux n'y est pas, n'y sont pas. Non, mais ma seule enseignement, ce serait que... Puisque vous êtes aussi ancien président fédéral. Parce que, oui, les présidents fédéraux de la République démocratique du Congo doivent être là. Le président des deux ligues, Ligue des femmes et Ligue des jeunes, doivent être nécessairement là. Et après, maintenant, il y a les organes nationaux. Alors, et là, on va prendre X, Y, ou alors tout le monde, et cette fois-là, nous allons nous retrouver. Et même aussi les anciens présidents fédéraux, ils doivent être là. Les mandataires, les anciens mandataires et les mandataires actuels doivent être là. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un large consensus au niveau, n'est-ce pas, de notre parti pour que cela puisse retenir l'attention du chef de l'État et pour que les décisions qui vont être prises soient bien appliquées. Appliquées normalement avec la conscience de tout un chacun.
Sinon, ça va encore créer des problèmes quand on va commencer en fait constater que les fédéraux ne sont pas là, Ligue des jeunes à travers la République, les deux Ligues des jeunes ne sont pas représentées. Et alors à ce moment-là, quelle va être la valeur de ces congrès-là? Ça sera vraiment moins que ce que nous avons fait à Ngandéyalé et ce que nous avons fait à Kinsantou. Voilà. Dernière question, parce que la population pense qu'à tout moment l'UDPS est en train de mêler le chef de l'État dans vos problèmes du parti, alors que la Constitution lui interdit, au fait, il lui interdit ça, au fait, mais à tout moment il est mêlé dans vos problèmes. Oui, attention. Vous pensez que le chef de l'État a violé la Constitution? Non, mais nous disons qu'il est l'autorité de référence. Nous ne disons pas qu'il est le président du parti. Il est l'autorité de référence. À tout moment, il faut le consulter, le mêler à... Pas à tout moment, mais chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a un problème qui semble être insoluble, qui semble entamer l'unité du parti, alors il est là, dans ses lunettes, cette fois-là, de l'autorité de référence, il peut dire, attention, il faudrait quand même que je dise quelque chose là-dessus. Parce qu'après tout, c'est sa base. Il ne faut pas qu'il reste là, la base se détruit, et le jour qu'il va se représenter, donc prochainement, quand il va se représenter en 2008. Comment ça, 2028 en fait, ça, attention, on va y revenir. On va y revenir, à la fin d'ailleurs, c'est la dernière question. Quand il va se représenter, et il n'a pas de gens qui peuvent le soutenir. Qui peuvent le soutenir. Et je suis aussi ravi qu'il fasse ce qu'il peut faire, mais de manière à ne pas se faire salir par rapport à la Constitution. Nous aussi, de l'UDPS, nous le faisons avec tact, de telle sorte qu'il ne puisse pas rencontrer la châtiment des textes de l'UDPS. En fait, non, des textes de la Constitution, oui. Les textes constitutionnels. Le professeur, dernière question sur ces congrès, parce que déjà le secrétaire général du parti pense que, j'ai déjà posé cette question d'ailleurs, pense que beaucoup de membres de l'UDPS ne respectent pas le mot d'ordre du chef de l'État. Déjà, il a dit que le seul et unique secrétaire général du parti, c'est M. Augustin Kabouya et tout. Et est-ce que ces congrès prévoient en tout cas mettre la mise en écart du secrétaire général de l'UDPS? Vous l'avez dit avant que vous nous posiez la question. Il y a des gens qui croient que quand nous allons à ce congrès-là, virtuel, quand nous allons vers ce congrès-là, l'objectif c'est faire partir Augustin Kabouya et prendre quelqu'un d'autre placé là où était Augustin Kabouya. Et c'est ça une erreur, parce que là, ça ne va pas vraiment aider le parti à se reconstruire, à s'unifier. Pourquoi? Parce que nous avons chacun des douleurs. Celui qui a eu des problèmes avec Augustin Kabouya va se dire, attention, maintenant je vais l'avoir. Et même s'il faudrait mourir là-bas. Alors maintenant, ceux qui sont en bon terme avec le secrétaire général, et aussi vont se dire, ou c'est lui, ou c'est rien. Ce qui veut dire que, en fait, ce congrès sera un congrès justement à problème. Un congrès gonflé des conflits, et je ne sais pas comment il va être organisé, comment il va se dérouler. Ça pose effectivement un problème. Nous sommes obligés, à notre niveau, de chercher comment l'on doit faire pour que cette réconciliation soit fondamentale, soit véritablement une réconciliation en toute conscience, de tout cœur. Et c'est ce que nous voudrions qu'on fasse. Mais je ne sais pas. Attendons voir. Nous sommes optimistes parce qu'il s'agit du mot d'ordre du chef de l'État et tout le monde doit pouvoir le respecter. Même s'il faut qu'il reste éternellement secrétaire général comme non, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Ouais. Je dis, il est secrétaire général, il n'est pas à vie. Nos textes ne le prévoient pas et même le bon sens ne le prévoit pas.
il est secrétaire général. Un jour, il quittera. Mais il doit quitter dans de bonnes conditions. Il ne doit pas être sali. Merci. Et même celui qui revient, qui estime qu'il pourra être là. Alors, s'il vient, ce n'est pas un problème de autour de là que je me mette. Alors, quand l'autre quitte, vous venez, vous y mettez, vous commencez à faire peut-être peu que celui-là, ou plus que celui-là. Voilà ce que nous estimons. Merci, professeur Bruno. Parlons du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula, qui est sorti de son silence le 15 octobre dernier lors d'une émission, qui accuse officiellement l'ambassadeur Dani Banza d'avoir financé les actions visant à forcer, à déformer et manipuler ses propos par le biais du sénateur, d'ailleurs, qui est de l'IDPS, des sénateurs Dani Kabongo, de l'IDPS, monsieur. Comment vous avez analysé ce propos? Lui-même, il a eu à l'avouer officiellement que... Attention. Alors qu'il est membre de l'IDPS, mais menacé par l'IDPS, ces propos ont été déformés, s'il vous plaît, ont été déformés. Non, je suis ici un cadre, un haut cadre d'ailleurs, de l'UDPS Lubumbashi. Alors, je ne voudrais pas vraiment me mêler de ce débat-là pour que tel puisse dire non, lui est pro-Kazembe, c'est pourquoi il a tenu ça contre Jacques Kaboula, qui est d'abord un ami. Et puis, parfois aussi, on va se dire il est pour Kaboula. Alors, je n'aime pas que ce genre de propos pilule et pleuvent comme une pluie, je veux dire, dans les cœurs de nos combattants à Lubumbashi. Je prends mes distances et je ne voudrais pas, je donne ma langue au chat et je me dis facilement que tout en, je vous dis bien, tout en donnant la langue au chat, je veux dire, et je voudrais que Jacques Kaboula gouverneur du Haut-Katanga, l'auto-critique, parce que tout est parti de son discours. Et ces discours, si on les lance, n'importe qui pourrait toujours dire qu'il s'est lui-même confondu. Et de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ça peut, ça peut être. Alors qu'il dit que c'était extirpé et dénaturé, en tout cas pour sortir là, c'est ce que l'on dit de toute façon. Pour aboutir à son échec. Vous voyez quelqu'un comme le VPM Chabani, il a laissé passer les propos de Jacques Kaboula. Alors, quand vous sentez quand même que c'était des propos quand même qui ne cadraient pas avec la ligne maîtresse de la politique de notre pays vis-à-vis du Rwanda, vis-à-vis des oppositionnistes, entre guillemets, qui sont en train de collaborer avec le Rwanda, notamment Kabila, qui vient d'être condamné, et notre ami Nanga, qui est d'ailleurs en train de tuer qui est en train de tuer les Congolais là où il est. Alors, quand vous dites que ce sont nos frères, ça pose effectivement un problème. Et ce n'était pas le moment pour lui de montrer que ce sont des frères, parce qu'il ne faut pas avoir des frères qui sont en train, n'est-ce pas, de tuer les autres frères. Alors, cette fois-là, nous disons que ces frères sont des ennemis parce qu'ils sont à la solde de ceux qui sont en train de décimer des milliers et des milliers de Congolais à l'est de la République. C'est en ce moment-là que ces propos deviennent durs et mal considérés par le pouvoir en place à travers le VPM, Chabani. Le VPM Chabani, je ne sais pas, c'est à lui d'analyser profondément cela, et cette fois-là, en comparant ses propos par rapport à tout ce que Jacques Kaboula a posé comme action dans le Haut-Katanga. Si cela pouvait vraiment convaincre les VPM que c'est une faute mineure, c'est un manquement mineur par rapport à tout ce qu'il a rendu comme service
à notre pouvoir, je parle du pouvoir de l'UDPS. De l'UDPS. Puisqu'il est de l'UDPS. Non, lui n'est pas de l'UDPS. Il a battu campagne dans de l'UDPS. Non. Mosaïque, quelque chose comme ça. Non, tout celui qui a, en fait, battu la campagne pour les chefs de l'État n'était pas nécessairement de l'UDPS. Hein, ça, on peut se le dire. C'est ce qu'il a dit. C'est pourquoi, voilà. Moi, je l'ai dit de manière objective. Je dis, c'est le seul VPM qui doit analyser les discours à fond, s'il ne l'a pas encore fait, mais je crois qu'il l'a déjà fait, c'est pour cette raison qu'il a opté pour sa rétention ici à Kinshasa. Et si ça peut devenir comme une rétention de l'ancien gouverneur de là-bas, Miège, c'est ça que l'on craint, Alors, bon, de toutes les façons, c'est le seul qui peut dire oui ou non, il n'y a que le VPM. Mais le VPM ne pourra pas aller à l'encontre de ce que le président de la République aussi pense de ces problèmes. Donc c'est un problème assez difficile. Son cas est très difficile. C'est ainsi qu'on a nommé un intérimaire qui est Kazembe Choula. Il est là, il est en train de travailler. Alors maintenant, moi, en tant qu'au cadre de l'UDPS au Katanga, c'est pourquoi je vous ai dit que je ne voudrais pas donner ma position. Je ne voudrais pas donner ma position. Je voudrais mais tout ce qu'il avance, s'il s'avérait être vrai, c'est quand même désolant de la part. Quoi ça? Ce qu'il avance, c'est qu'il a y avancé, qu'il y a eu complot contre lui, l'ambassadeur Dani Banza, d'avoir financé tout ça. Moi, de toutes les façons, je ne sais pas de quelle manière. Ça sera désolant, mais de la part de lui des pays. Non, attention. Oui. De quelle manière les deux Dani ont pu entrer dans sa bouche et prononcer les discours tels qu'il a prononcés. Si en dehors de ces discours-là, il y a autre problème, ça je n'en sais pas. Mais moi je suis en train de parler de ces discours-là. Mais si derrière les discours, il y a autre chose que j'ignore, alors je continue à donner ma langue au chat. Très bien. Parlons un peu après Cash AFC. Il vient de naître une nouvelle plateforme, Sauvons la République démocratique du Congo, qui sera présidée par l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, le professeur Bruno. Est-ce que avez-vous peur de cette plateforme? Ce n'est moi, je dis que c'est un non-événement. Comment il a simplement copié cette plateforme de Coutino en 2003. Vous savez que Coutino a été mis en prison par lui-même parce qu'il avait créé ce mouvement-là, Sauvons le Congo. Le Congo qui était à sauver était dans les mains de qui? Était dans les mains de Kabila Joseph, qui est condamné à mort. Ici, on est en BC. Voilà. Alors, ce qui je ne sais pas comprendre, c'est que en créant ce mouvement de sauver le Congo, il ajoute que le Congo est dans une tyrannie. Alors moi, rien ne marche. Selon l'opposition, il n'est pas le seul à les dire. Non, moi je prends le terme le terme tyrannie. Parce que dans la tyrannie, il y a effectivement un seul homme qui dirige, qui est le potentat, qui est le plus grand dictateur. Parce qu'après tout, la tyrannie, c'est même la fin de la dictature. Alors, dès que la dictature, le terme dictature, l'essence termine, on commence maintenant les top des qualités, la tyrannie. Oui. Voilà. Mais maintenant, nous constatons ici chez nous que il n'a pas honte. Il n'a pas honte dans la mesure où il sait que lui-même, il devait faire 2 mandats. Mais il a fait, je crois, 2 ans en dehors de son mandat. Et nuit était les marches, les actions de grande envergure qui étaient organisées par l'UDPS et l'Église catholique. Mais il allait faire les 3 mandats par la force. Mais c'était quoi ça? Et c'était les signes déjà de la tyrannie, parce que lui-même ne voulait plus parler de la Constitution. Il était déjà
en train de parler de sa conscience, de suivre l'état de sa conscience. Il n'y avait plus, n'est-ce pas, le respect de la Constitution qui voulait qu'on fasse uniquement 2 mandats. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, deuxième fait, lui qui n'était pas tyran, lui qui n'était pas tyran, oui, mais il a laissé combien de prisonniers arrêtés arbitrairement, j'ai dit arbitrairement, en prison, donc dans la prison Makala. Hein? Mais notre ami ici, c'est Katumbi. Katumbi, s'il était vraiment un homme de cœur, il n'allait même plus parler avec Kabila, les condamnés, les condamnés à mort. C'était un mort vivant. Kabila, c'était mort vivant. Alors, il ne l'a pas fait. Maintenant, il y a lui qui a fui ce pays parce que Kabila tenait coûte que coûte à l'éliminer physiquement. Alors, il faut même rappeler le cas de notre ami ici, Franck Djongo. Le Franck Djongo était en prison, mourant. Il y a à Lubumbashi, il y a mon ami ici, j'oublie encore son nom, il y a encore Métis là-bas, j'oublie encore son nom, ça fait longtemps qu'on s'est séparés. Hein? Muyambo. Hein? Il devait normalement mourir en prison. Alors, il avait fallu que le président de la République, Tshisekedi, arrive pour que tous ces gens soient libérés. Et je voudrais aussi ajouter là-bas mon ami Edi Kapen, le général, actuellement général, et il est affecté dans le Katanga, dans l'ancienne formulation du Katanga. Les grands Katanga. Oui, dans les grands Katanga. Mais tous ces gens-là allaient être tués. Lui qui était démocrate, pourquoi il l'avait gardé sans raison, et de manière arbitraire. Ça ne pouvait pas marcher de cette manière-là. Moi-même qui parle avec vous, j'ai connu la prison tout simplement parce que j'avais déclaré que Kabila doit partir, il doit respecter la Constitution. Je me suis retrouvé en prison, donc à Lubumbashi, donc je veux dire dans la prison de Kassapa. J'ai fait là-bas plus de 3 mois. Hein? Oui, je l'ai fait. J'ai souffert dans mon âme. Mais je veux dire, ma famille, les gens qui m'ont connu, ils ont beaucoup regretté cette arrestation que nous avons appelée arbitraire parce que après les jugements, j'étais effectivement condamné à 75 jours. Alors, puisque j'avais déjà fait plus de 75 jours, j'étais obligé tout simplement de sortir. Vous voyez? Parce qu'ils étaient condamnés parce qu'ils avaient peur que je puisse reconvertir l'action pour attaquer maintenant l'État congolais. Alors moi-même, j'ai connu cela. Mes droits, mes libertés étaient bafouées. Maintenant, de cette fois-là, un démocrate pouvait-il faire cela? Est-ce qu'il pouvait vraiment faire cela? Il a aussi parlé des arrestations arbitraires. Oui, mais lui, je suis déjà d'abord. Il a parlé des 60 hauts gradés d'ailleurs emprisonnés. Je suis d'abord avec lui. Sans condamnation. Oui, je suis d'abord avec lui. Parce que moi, j'insiste sur le fait qu'il est lui-même. Il faisait des arrestations que j'appelle arbitraires. Mais maintenant, revenons ici. D'abord, parlons de la vie chère. Vous voyez, hein, la vie chère. Mais maintenant, lui, dites-moi un peu, lui a fait 18 ans. Qu'est-ce qu'il a laissé comme acquis pour son régime? Qu'est-ce qu'il a laissé comme acquis pour son régime? Et tout l'argent qu'il avait, qu'il a récolté, tout l'argent du pays. Il y a eu des projets à ne pas ignorer, les 5 chantiers. Oui, les 5 chantiers, vous avez vu ces chantiers. La révolution de la nouvelle modernisation du monde. Mais vous avez vu ces chantiers-là où se déroulaient, où sont quelques bâtiments, en termes d'infrastructure, quels sont les bâtiments qu'il a laissés dans ce qu'il a appelé 5 chantiers de Mokonzi, comme on disait, Yamokonzi. Vous voyez tout ça? Alors, qu'est-ce que moi je voudrais vous dire? Madame Kabila s'est enrichie dans ce pays avec l'argent du peuple congolais.
il est devenu aujourd'hui le deuxième milliardaire en Afrique. Je crois que à la tête, il y a un certain Nigérian. Mais les milliards qu'il a eu là-bas, plus de 30 milliards qu'il a eu. Il a eu comment? Qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il est venu ici en botte, tout le monde, nous tous, nous l'avons vu. Mais Grichon, il n'avait même pas de santé, vous l'avez constaté, mais c'est parce que notre pays ici est assujetti, n'est-ce pas, en fait, au dictat des Occidentaux. Ils l'ont pris, ils l'ont habillé tel qu'ils l'ont habillé, ils l'ont mis dans l'avion jusqu'à Bruxelles, Paris, Washington. Il est revenu, il a été encadré, il a commencé maintenant à voler, nous, Congolais. Moi, je suis professeur. Vous savez combien je touche aujourd'hui? Je ne peux pas le dire. C'est misérable, quoi. C'est misérable. Hein? Je ne sais pas. Mais sous le régime du président Félix Antoine Tshisekedi. Non, mais est-ce qu'il y a eu amélioration? attention, ça aussi nous sommes à ce niveau-là. Je vais revenir pour vous montrer que... Parce que nous parlons de la vie chère, c'est sans ignorer la population. Mais vous voyez, 18 ans... C'est une réalité, au fait. Je suis en train de vous dire que il a fait 18 ans. Et nous avons fait 7 ans. Nous sommes en train de faire 7 ans ou sinon 4 ans. Parce qu'il y a eu une année ou 3 années vides. 7 ans, selon la Constitution, c'est 7 ans. Hein? Non, mais je peux vous dire que nous avons un problème. Le problème, c'est que quand nous avons pris ces pouvoirs, les FCC n'en voulaient. On dirait qu'ils nous l'avaient donné et entre-temps, il avait tenu la corde. Si je considérais maintenant le pouvoir comme un bien, il avait tenu, n'est-ce pas, la corde. Et les chefs de l'État actuel, et Félix Antoine Tshisekedi, ne savaient pas travailler librement. On y avait collé un certain professeur Ilunga Ilungamba. Alors, Ilunga Ilungamba, oui, il l'a bloqué. Et même, vous savez, sa première ordonnance pour les mandataires, l'ordonnance pour nommer les mandataires de la SNCC et aussi une autre ordonnance pour nommer les mandataires de la JICAMINE, ça fait une année pour être appliqué. Ça fait une année. Alors, et qui ne voulait pas signer, c'était une... il y a eu un ministre, ou je ne sais pas, oui, c'était un ministre de portefeuille qui ne voulait pas signer. Et quand le ministre de portefeuille ne fait pas de notification, rien ne peut maintenant passer. Il a bloqué. Tout ça, c'est... Alors, quand vous allez au niveau de la justice, vous rappellerez maintenant de certaines propositions, notamment propositions de loi de Minakou. Sakata. Oui, Minakou Sakata. Vous savez, il voudrait justement que la justice, que les ministres de la justice soient au-dessus, n'est-ce pas, de la magistrature, oui, soit au-dessus de la justice. On doit commencer à donner aussi des injonctions aux magistrats, etc. Mais NIT était la force de l'UDPS à cette époque-là. Nous avons marché ici à Kinshasa, nous avons marché à Lubumbashi, moi-même à la tête, et une grande marche. Et c'est ce qui a fait que à un certain moment donné, il ne savait plus maintenant avancer et on a retiré ces projets-là. C'était juste pour torpiller la justice dans ce pays. Et quand la justice devrait être, en fait, quand la justice était torpillée, alors à ce moment-là, les FCC allaient maintenant montrer que le président Tshisekedi n'était pas à mesure de diriger un si grand pays. C'est ça ce qui a été fait à cette époque, et nous n'avons pas toléré. Mais pendant ce temps, Tshisekedi était en fait, je veux dire, Fathi, béton, effectivement un béton. Quand il a constaté, quand il a constaté que les choses ne pouvaient pas marcher de cette manière-là, il a lutté et de quelque part, je crois que ça doit être de l'Allemagne, il a parlé du déboulonnement du système. Il a lancé un mot, il a laissé ces mots-là végéter dans la conscience des gens, mais même particulièrement dans la conscience des FCC, même si nous savons que les FCC n'avaient pas de conscience. C'était juste des gens qui étaient là pour voler et faire autre chose et n'avaient pas vraiment conscience de construire un pays au profit, n'est-ce pas,
de notre peuple, parce que nous avons constaté que ça faisait déjà 18 ans que ces choses se passaient. Mais il y a eu divorce, oui, je vais y arriver. Mais ce divorce, c'est ce que je vous dis, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, c'est lui qui a déboulonné maintenant le système. Il a déboulonné le système et il a repris les choses en main. Ça fait déjà quelque chose. Nous avons commencé maintenant à travailler. C'est ainsi que quelques 2 ou 3 ans après, si je voulais, si vous me permettez de lire... Allez-y, il n'y a pas de problème. Dans mon... Qu'est-ce que je vais dire ici? Dans mon ordinateur ici, sur les acquis, les acquis du régime Fachi. Durant ces 4 ans. Oui, les 4 ans selon vous, pas 7 ans, mais 4 ans. Non, disons, parce que je crois que nous allons tout faire pour récupérer, n'est-ce pas, les 3 ans qui étaient perdus, parce que après tout, nous sommes obligés de réaliser les alors qu'il vous reste presque 2 ans, 2 ans quelques semaines. 2 ans? Oui, 2 ans quelques mois, dirais-je, pour laisser le pouvoir. Oui, ça c'est ce que vous-même vous dites. Non, selon la Constitution. Selon la Constitution de la République démocratique du Congo, monsieur Bruno. Est-ce que nous pouvons y revenir et je vous montre comment, dans quelques temps, c'est que le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a réalisé. Allez-y. Alors, vous allez comparer maintenant aux acquis, n'est-ce pas, des Kabila, 18 ans. De 18 ans, des Kabila. Nous parlons ici de 4 ans. Allez-y. Nous parlons de 4 ans. Je vais voir sur le plan de l'éducation. Alors, il y a la gratuité de l'enseignement de base. Plus ou moins 6 millions d'enfants scolarisés. Des enfants qui ne pouvaient pas être scolarisés et ils se sont vus maintenant être scolarisés grâce à cette mesure constitutionnelle, alors réhabilitée par Fachi Béton. Alors, maintenant, il y a aussi augmentation de plus de 200% des salaires des enseignants, ce qui n'était pas possible. Construction des infrastructures scolaires, plus de 1035. Ça, c'est assez. Les jours que je faisais ces recherches, alors j'étais à 1035. Mais je suis très sûr que ça doit être à 1500 ou 1800. C'est au-delà de toutes les façons. Allez-y. Alors, maintenant, il y a plus de 266 220 nouvelles unités mécanisées, toujours au niveau de l'enseignement. Alors, il y a un centre de formation professionnelle créé. À l'époque, ce n'était pas possible. En juillet 2021, il y a plus de 39 000 retraités payés mensuellement. Ces gens-là étaient oubliés par, je vais dire, le pouvoir des Kabila. Le pouvoir des Kabila qui est condamné. Construction de 6 universités. Je vous dis la franche vérité. Réhabilitation ou construction? Non, je parle de construction. De nouvelles constructions. 6 déjà. Un peu plus que les Belges. Oui. Mais dernièrement, il était en bougement. Il était en bougement. Et pour, vous pouvez énumérer les universités? Je veux dire que je n'ai pas bien préparé ça, que je vous l'avoue bien. Mais au moins, Mbujimai est là. Et c'est déjà congrès. Il y a ici d'ailleurs, maintenant si nous pouvons parler de réhabilitation. Réhabilitation, oui, ici. Réhabilitation, il y a ici, UPEN, il y a Unikin, tout ça. Etc. Et ils sont, les réhabilités, les bâtiments réhabilités sont très très nombreux, mais en ce qui concerne les universités, il y en a 6 et je vais prochainement vous les situer. Mais c'est s'il vous plaît, il faudrait vraiment c'est déjà beaucoup, alors que les Belges, quand ils sont partis, ils nous ont laissé simplement 3. C'est malheureux. C'est pour vous dire que le président de la République est en train de mettre beaucoup d'accent sur l'éducation, parce que sans éducation, il n'y a pas de nation. Exact. Alors, augmentation de plus de 50% des salaires des professeurs de l'ESU. Comme vous? Oui, comme je. Mais qu'est-ce que moi j'avais? Au moins, il y a quelque chose, je l'ai constaté, quelque chose. Mais nous sommes en train d'y aller mollo. Alors, maintenant, il y a au niveau de santé, donc disons de la santé. Je vous dis qu'il y a construction et réhabilitation des hôpitaux, notamment l'hôpital Sendoué, Mama Yemo, etc. Il y en a beaucoup. Et vraiment, c'est pour vous dire que le chef de l'État ne voudrait pas laisser le pays dans l'état où il l'a trouvé
où même les Belges l'ont laissé. Il voudrait quand même faire quelque chose et il le fait. Mais quand même, ça impacte sur la vie chère. Non, ça va venir. Vous savez? Alors, il y a eu de vous savez, quand le président de la République est venu, il a trouvé le pays déjà dans un puits de plus ou moins 1000 mètres de profondeur. Je vous informe, parce que depuis 1965, Mobutu avait creusé. Pendant les 32 ans, il avait creusé sérieusement. Alors, il y a Laurent Désiré Kabila qui est venu, et lui aussi, il a tenté de creuser. Malheureusement, il n'a fait que 4 ans, il est parti. Mais maintenant, nous revenons avec les jeunes Kabila, alias Kanambe. Lui, maintenant, vient, les condamnés à mort, je vais dire. Alors, maintenant, lui, il vient, il approfondit encore davantage pendant les 18 ans. Mais maintenant, il y a Félix-Antoine Tshisekedi, président président de la République, chef de l'État. Il revient. Un homme pétri de la volonté politique. Il a pétri de la volonté politique. Et un homme qui a en lui la puissance, la puissance de la volonté. Et même la volonté de la puissance, il a tout cela en lui. Il voudrait faire de ce pays un très grand pays. Il a pris la vision d'en faire comme l'Allemagne d'Afrique. C'est une vision. C'est une vision. Et il est en train maintenant de travailler. Il fallait rembler un trou comme celui-là. Je vais vous poser une question. C'est parce que c'est un trou qui existe depuis, prenez 32 ans, plus 4 ans, ça fait 36 ans, plus maintenant 18 ans, ça fait combien? 48. Mais, non, 50. Plus ou moins 58 ans. 58. Oui, 58 ans. Et imaginez-vous, il doit lui rembler ça dans 5 ans. 10 ans. Dans 10 ans. 10 ans. C'est possible. C'est le 10e mandat. Oui, est-ce possible? Et maintenant, même s'il était en train de rembler, effectivement, il est en train de rembler. Est-ce que vous pouvez facilement, quand vous allez voir à quel niveau il est, est-ce que vous pouvez facilement voir? Ça va poser un problème. Il faudrait qu'il travaille, par exemple, à 80% pour que vous puissiez constater qu'effectivement, ce trou est en train d'être remblé et même déjà remblé. Alors, prenez cet exemple-là que je vous donne pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas aujourd'hui que vous allez vraiment prendre compte que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est en train de travailler en toute conscience. Ça, c'est je vais aller un peu pour terminer. Construction, il y a ici construction et réhabilitation des hôpitaux, construction et réhabilitation des centres de santé, y compris achat des équipements. Nous avons couverture santé universelle. Nous avons gratuité de la maternité, des consultations prénatales et des sous-prénatales. Vous comprenez qu'il y a même augmentation de plus de 50% des salaires des médecins et du personnel paramédical. Il y a mécanisation de nouvelles unités de médecins. Il y a paiement des primes de risque de plus de 5400 médecins, plus de 13 000 infirmiers. Allez, vous voyez déjà, est-ce que si vous avez vraiment suffisamment de temps, je pourrais même prendre l'industrialisation, je prendrai l'infrastructure, et là c'est formidable au niveau des infrastructures. Vous allez pouvoir construction et réhabilitation de quelques routes, notamment des routes nationales, des dessertes agricoles et urbaines. On est en train de travailler. Vous allez le sentir quand vous voyez pas ça, quand vous circulez ici à Kinshasa. Vous allez constater que la ville de Kinshasa est un chantier. Parce que je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte de ça. C'est un chantier. Tout ça se rentre dans les acquis de Mokonzi, c'est-à-dire du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Parce qu'il a placé des gens qui doivent réaliser sa vision. Malgré le temps qu'il nous reste pour finir le mandat. Non, attention. De toutes les façons, nous allons faire un bilan. Nous allons faire un bilan. Oui, oui, la dernière question, mais terminons avec cette question. Si son bilan est positif, il ne partira pas. Si son bilan est positif, et si nous trouvons comment ça? Il est l'unique homme qui peut construire ce pays, les peuples diront non. Et c'est à ce moment-là que nous allons changer la Constitution. Et ça, je vous informe. Est-ce que vous pensez que ce peuple sera
d'accord avec vous. Mais de quel peuple vous parlez? C'est ce peuple-là qui l'a élu. Qui nous suit, au fait. Non, non. Qui l'a élu Oui. à plus de 70%. Donc, je vais parler de 73%. Et que maintenant, à partir de tout ce que je viens de lire, parce que je n'ai pas encore terminé, malheureusement. Mais selon Mobé Kondi, la Constitution de la République démocratique du Congo, il a droit à 2 mandats. Qui a dit ça? Mais je vous dis que ça, ce n'est pas notre constitution. C'est une constitution de belligérants. C'est une constitution qui ne nous permet pas d'aider le peuple congolais. Pourquoi? Parce que c'est une constitution où le Rwanda s'était véritablement mêlé. Une constitution qui accepte les infiltrations, par exemple. Ça ne peut pas marcher, ça, madame. Les infiltrations ici sont cadrées par cette constitution-là, pour dire non, il faudrait quand même... il y a un article, je crois, l'article 217, qui donne aussi l'attitude aux Congolais de laisser une partie du territoire national à nos voisins ou à celui qui en demande. C'est que nous ne voulons pas. Et ça ne peut pas se faire parce que ça va amener à la balkanisation. Ce que moi, je vous dis sincèrement, c'est que cette constitution-là, nous, de l'UDPS, nous n'avons pas voulu participer au référendum, un faux référendum constitutionnel, je crois, de 2006, au mois de mai, je crois. Non, c'est 2010, ça doit être au mois de mai. Alors, nous n'avons pas voulu le faire. Mais nous nous sommes dit, les jours que nous serons au pouvoir, nous allons la changer. Et maintenant, nous sommes. Mais pourquoi pas au premier mandat, professeur Bruno? Mais moi, écoutez ce que je vous dis là. Vous voulez, vous là-bas, changer ou vous ne voulez pas? Vous voulez être, qu'est-ce que je veux dire, bien géré ou bien vous ne voulez pas? Mais est-ce que nous devons parler de la révision constitutionnelle ou le changement du constitution? Moi, professeur Bruno Chibango, je lutte pour le changement de cette constitution parce que nous voudrions avoir un régime présidentiel, un régime qui laisserait le main libre au chef de l'État d'agir, de construire ce pays, parce qu'il est l'unique, en tout cas, il est l'unique qui a l'esprit, la volonté politique de construire ce pays. Il a la volonté de puissance d'amener notre pays vers les lendemains meilleurs. Donc l'opposition a raison en fait de dire que c'est ce que le pouvoir en place voulait, même pour changer la constitution. C'est ça, ce n'est pas un problème. Qui est au fait derrière la décision du président Kamere, parce qu'avec lui ça n'est pas passé. Non, Kamere, c'est notre problème. Kamere, chaque fois que le président prend position, lui prend contre-position. Il prend les contre-pieds. Et là, c'est qu'il n'y avait pas d'harmonie pour mieux travailler. Et quand le président de la République dit, moi, pas question de dialogue avec la Sengo. La Sengo, l'église catholique, on va y revenir. Je crois qu'on sera là-bas. La Sengo signifie l'église catholique organisée politiquement. On va y arriver. Alors, lui, il dit dialogue avec la Sengo. Alors, cette fois-là, comment il va rester toujours au perchoir? Il s'est senti lui-même mal à l'aise et les autres députés ont constaté qu'il n'était pas alors indiqué qu'il puisse rester là-bas, sinon il va torpiller les actions du chef de l'État. Et c'est ainsi que le même député là, alors, ont agi. Ils ont pondu cette pétition. C'est ça, cette pétition, qui l'a fait déjà partir. Donc, il ne faut pas... Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut dire autour de... Pour finir avec la question du Sauvons les Congo, plateforme de l'ancien président de la République. Oui, la question ne n'est pas répondue. Non, je vais te dire que ils ont bangé ça. Ils ont bangé ça. Mais c'est un non-événement. C'est-à-dire qu'il ne fera absolument rien. Il est en train lui-même d'agir en attendant sa mort. Il a eu déjà un coup. Il est en train de... Le condamné à mort comme vous l'appelez. Oui.
Il appelait, c'est un condamné à mort, mais ça lui porte paix, apparemment. Ça lui porte paix. Nous avons déjà lancé un mandat international. Les jours qu'on mettra la main sur lui, on le ramènera ici. Et on agira. Parce que déjà la France sont contre cette condamnation, la Belgique également, les États-Unis. Bah, qu'on considère RDC, nous quoi, il y a bomité, il y a tueur. Non, mais attention, condamner quelqu'un, chez eux, un Congolais à mort. Oui, mais quand chez eux, ils condamnent. Et qu'est-ce que nous nous disons? Est-ce que nous, quand nous condamnons leurs décisions de condamnation, leurs jugements de condamnation, est-ce que nous condamnons? Pourquoi nous, quand nous condamnons, quand nous agissons en interne, ils veulent intervenir? Est-ce que nous ne sommes pas souverains? C'est la question. S'ils estiment que nous ne sommes pas souverains, nous ne sommes pas alors une nation, alors qu'ils viennent intervenir. Mais nous ferons ce que nous devons faire en tant que souverain. Merci. Voilà, parce que le livre au Kenya, qu'on avait et c'était mort-vivant. Oui, nous allons également prendre cette main tendue du chef de l'État. Est-ce que vous avez eu à comprendre la main tendue du chef de l'État à l'agression au moment où, à l'heure lui-même, il a refusé, il a dit qu'il ne va pas dialoguer avec les Congolais, les émissaires, j'allais l'appeler comme ça, qui ne mettent pas le nom à ce qui se passe à l'est de la République. Il a interdit aux Congolais de parler avec les agresseurs, mais lui, il a tendu la main. Vous avez compris cette main qui était d'ailleurs critiquée, très critiquée au niveau national. Très critiquée, mais vous m'avez suivi en train de critiquer cette main tendue, moi, très critiquée par qui? Par les autres, mais vous n'avez pas suivi. L'opinion nationale. Maintenant, vous ne m'avez pas suivi pour que vous puissiez comprendre que tout le monde n'est pas contre cette main tendue. Maintenant, moi, je vous dis ceci. Cette main tendue à l'agresseur Kagame, ce n'était que stratégique. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pas une faiblesse de la part du président de la République? C'était stratégique. Vous savez, je vais vous dire, lui-même d'ailleurs a déjà répondu à cela. C'est comme si j'étais en train maintenant de le répéter. Mais je voudrais aussi que le peuple congolais le sache. Non, parce que le peuple, s'il vous plaît, le peuple pense que c'est une manière aussi de faire, de faire connaître au monde, comme il a dit, de faire connaître au monde que nous sommes agressés, c'est aussi la diplomatie. qui est déjà en place. Pourquoi encore tendre la main à l'ennemi? Non seulement que nous sommes agressés, mais que nous ne voulons pas comprendre ce qu'eux nous demandent de faire. Ils croient que c'est nous qui agressons. Alors, au lieu de comprendre que c'est le Rwanda qui nous agresse, eux estiment que c'est nous qui agressons le Rwanda. Alors, c'est ainsi qu'il a fait cela en face du monde pour que ce monde puisse comprendre objectivement. Malgré la diplomatie agissant du chef de l'État. S'il vous plaît. Là, les carnavalobines partout, la tribune à l'Obama, ils pensent que c'est nous qui ne voulons pas la paix. Vous ne savez pas quand quelqu'un a une mauvaise foi. Attention, quand quelqu'un a une mauvaise foi, il vous dira toujours le contraire de ce que vous pensez. Faites attention. Ces gens-là ont travaillé avec le Rwanda pendant plus de 30 ans. Hein? Ils l'ont porté à cœur parce que au regard de leurs intérêts, et ils ont eu tout ce qu'ils cherchaient au nom de la République démocratique du Congo, parce que les minéraux critiques qu'ils étaient en train d'exploiter, les minéraux stratégiques, c'était le minerai du Congo. Alors maintenant il y a quelqu'un qui est venu aux affaires, qui ne peut pas céder aux caprices de l'agresseur, qui voudrait sauver la souveraineté de notre pays par rapport à ce que faisait notre ami Joseph Kabila, qui se comportait véritablement comme un gouverneur, donc le gouverneur de la province du Rwanda. Alors comme il s'est comporté de cette manière-là, quand nous sommes venus en tant qu'UDPS avec notre chef, qui est maintenant le président de la République, il a dit, pas question, arrêtez-vous là-bas, je ne sais pas vous combattre avec des armes, parce que je n'en ai pas, mais je voudrais maintenant utiliser la grande diplomatie pour vous mettre à nu. C'est pour cette raison-là que vous avez constaté qu'aujourd'hui, nous parlons des États-Unis d'Amérique avec la RDC et le Rwanda, nous parlons de Doha.
ça, c'est le résultat de la force diplomatique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et au moment où nous parlons, notre ami notre ami agresseur, qui est Paul Kagame, il est à nu, il ne peut rien dire à quelqu'un que c'est lui qui est agressé. Il parle effectivement d'un faux fiant qui est comment on s'appelle, FDLR. Alors ces gens-là, mais vous avez suivi le dernier communiqué ici de FARDC. Alors on leur demande de se faire inscrire et d'être rapatriés. Alors c'est comme pour dire, il ne faudrait plus qu'il y ait des prétextes. Parce que parce que le président de la République a accepté. Lors du forum en Belgique, il a dit ouvertement qu'il demandait aux FDLR de déposer leurs armées. C'est affirmé qu'ils sont sur notre sol. Oui, mais attention, parce que ceux qui étaient là, les vieux là qui étaient là, sont partis. Maintenant, il y a leurs enfants qui sont là. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller là-bas, il y a une dictature, il y a une véritable tyrannie au Rwanda. Et s'ils entraient anarchiquement et sans surveillance de l'ONU, alors on va les dévorer. Les gaillards, c'est un grand dévorateur. Des gens qui se croient être en opposition avec son régime. Il ne veut pas démocratiser les institutions de son pays, mais il voudrait bien venir chez nous, donner des ordres, arrêter même les gens qui les critiquent, ils les poursuivent ici, et ils les arrêtent et ils les tuent. Ça, c'est très dangereux, là. C'est très dangereux pour dire que ici, ce n'était pas la République démocratique du Congo, un pays souverain, c'était déjà transformé, comme je l'ai dit, en province, en une des provinces du Rwanda. Kabila qui était là-bas, c'était juste un gouverneur. Et être président, c'est peut-être des gens qui partaient à gauche. Parce que quand vous allez même à l'étranger, lors des grands forums internationaux, et vous ne devriez pas trouver les Congolais là-bas dans des sièges. C'était plutôt le Rwanda qui s'installait dans la chaise de la République démocratique du Congo. Imaginez-vous quand il le faisait de cette manière-là, où se trouverait notre souveraineté. Vive aujourd'hui, qui vive le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine stratégies. Quand je l'ai dit, je suis du pouvoir. Je suis du pouvoir, je ne suis pas venu ici pour commencer à défendre une certaine opposition qui se passe dans notre pays. Nous sommes presque à la fin, professeur Obilino. Et si la vraie voie des sorties de cette crise sécuritaire de la partie est de la République démocratique du Congo et le dialogue inclusif, le dialogue entre Congolais? Oui, mais en fait, je veux dire que ce dialogue-là doit être convoqué, préparé et convoqué par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Mais ça ne sera pas pour moi aujourd'hui, parce qu'il doit d'abord courir ces 5 ans. Il a été élu à 73%. Mais tous ces gens-là, vous allez les mettre où? Quand nous allons y aller, chacun voudra prendre un morceau de pouvoir à gauche, à droite, pour venir torpiller les efforts du gouvernement que nous avons aujourd'hui, les efforts du chef de l'État actuel à pouvoir développer ces pays. Parce qu'à comme nous l'avons fait, nous avons tenté ça avec Cash FCC. Est-ce que nous avons évolué? Nous n'avons pas évolué. Si aujourd'hui nous voudrions répéter, n'est-ce pas, le même acte, le même comportement, c'est que nous-mêmes ne comprenons pas. C'est pour cette raison-là que le chef de l'État estime que le dialogue, oui, mais que ce soit un dialogue convoqué par lui-même, préparé par lui-même. La Sanko mais la Sanko, maintenant, moi je vais vous dire une chose. La Sanko est dirigée aujourd'hui par Ambongo. Ok? Mais je vous ai dit que c'est l'église catholique organisée politiquement. La Sanko, c'est une secte, ce n'est pas la Sanko, mais l'église catholique est une secte politico-religieuse de la trempe de Kitawala. Je l'ai déjà dit quelque part, de la trempe de Kitawala. Mais avec une seule différence, que du temps de la colonisation, Kitawala luttait contre la colonisation. Mais maintenant, avec
l'Église catholique en tant que secte, pour le moment, nous ne sommes pas dans la dictature. Mais l'Église catholique estime que nous sommes dans la dictature et c'est pour cette raison qu'il voudrait maintenant prendre à main l'organisation du dialogue avec les fameux pactes sociaux sur les biens, vivres, etc. Alors maintenant, nous disons ceci. Comment pouvez-vous trouver, comment pouvez-vous accepter que quelqu'un qui ne vous porte pas à cœur, qui ne vous porte pas à cœur, vous signale qu'il voudrait organiser un dialogue pour que vous puissiez vous mettre ensemble. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre ligne politique, qui est en train de collaborer avec les ennemis de la République. Avec les ennemis de la République, comme je parle de Paul Kagame. Paul Kagame, Mouteba, Fulgence, l'archevêque Al-Bumbashi, il avait dit, il avait touché, en fait la Senghor avait touché de l'argent, plus de 30 millions de dollars. Alors vous prenez des gens comme ça, vous leur demandez d'organiser les dialogues. C'est pour que vous puissiez aller vous immerger, ou c'est pour que vous puissiez aller là-bas pour travailler normalement. C'était même église qui était bonne en 2016 auprès de vous. Ah oui, parce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? À cette époque-là, nous étions en train de lutter pour l'état de droit et de démocratie dans notre pays. Non, s'il vous plaît. Et cette fois-là, la dictature était du côté de Kabila. Alors, eux étaient de notre côté pour que nous puissions démocratiser les institutions de la République. Non, ce n'est pas pareil. Nous, maintenant, ici, aujourd'hui, avec le régime Fachi, nous sommes dans la démocratie. Tous les principes démocratiques sont réunis. Les droits, d'abord, les élections ont été réalisées. Alors, maintenant, il y a eu aussi, qu'est-ce qu'il y a eu? Les droits et libertés fondamentaux, les droits et libertés fondamentaux de citoyens bien respectés. Alors, aujourd'hui, vous insultez les chefs de l'État, ils ne disent rien. Ça, c'est déjà fort, hein. Vous insultez le président de la République, il ne dit rien. Vous allez même... Vous lancez des mensonges. Il n'y a pas de problème, il vous regarde. C'est ainsi que c'est un véritable démocrate. Merci. Et si nous avions eu la malchance d'avoir quelqu'un d'autre que lui, ce pays ici ne serait plus démocratique, ne serait plus souverain. Vous ne voulez pas du dialogue sous l'égide du Sanko, c'est bien ça? Oui. En tout cas, le dialogue sous l'égide de l'égide, pas question. Sous l'égide de Sanko, nous sommes à la fin de cette très belle émission. Oui, pas question. Je rappelle que merci d'abord de votre disponibilité, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que je récite pour vous le professeur Bruno Tshubangou Kabanji, il est Kabaji, j'ai massacré votre nom, désolé, ancien DGA de la NAPI. Il a assuré l'intérim de la... Je suis professeur. Hein. Oui, à la tête de la NAPI en juin 2024. Il est également ancien président fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social et de paix à Lubumbashi, professeur associé à l'Institut supérieur ISS. Oui, Institut supérieur de statistique de Lubumbashi. Voilà. Il y a un autre ici, mais nous sommes les aînés. Voilà. Merci, au revoir. D'accord, merci. Merci de m'avoir reçu. Merci de m'avoir donné quand même suffisamment de temps pour m'expliquer. Et je crois que prochainement, nous ferons un peu plus que ce que nous avons fait aujourd'hui. Mais soyez quand même un peu à l'écoute de toutes les actions que le chef de l'État est en train de poser pour l'intérêt supérieur de la nation. Merci. Merci, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement si Jésus-Christ ne revient pas.